Nous recevons donc ce soir Cambo, militant de la section lilloise, qui vient nous parler du manuel du royaliste de Firmin Baconnier. Cambo, bonsoir, je te laisse la parole. Ok, bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez déjà? On t'entend parfaitement. Ok, donc bonsoir à tous. Cette fois-ci, on va se retrouver non pas pour parler de Georges Valois ou d'Édouard Berthe, qui sont deux auteurs que j'adore, mais on va s'intéresser à un troisième auteur, Firmin Baconnier, je pense, qui est beaucoup moins connu du grand public, et notamment du public d'Action française. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de ses livres sont plus vendus, en tout cas très peu disponibles en bibliothèque, et parce que l'œuvre de Georges Valois notamment l'a éclipsé au tournant du XXe siècle. Firmin Baconnier, donc, né en 1874 et décédé en 1965. Donc il a connu, entre guillemets, toute l'épopée d'Action française, a survécu à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale et était l'un des derniers disciples de Charles Maurras, à qui il a d'ailleurs survécu, et qui est l'auteur d'un petit manuel dont je vais vous parler ce soir, qui s'intitule « Manuel du royaliste », dont j'ai mis la photo dans la partie illustration conférence. Alors, pourquoi vous parler de cet auteur tout d'abord? Comme je l'ai dit, Firmin Baconnier est un auteur que je pense on connaît très peu dans les milieux royalistes, et encore moins évidemment qu'on connaît très peu en France de manière générale. C'est un auteur qui, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs d'Action française, ne se contentait pas d'édicter des principes, mais de les vivre et de les mettre en pratique dans son travail. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement artisan imprimeur. Donc, au tournant du XXe siècle, à peu près vers 1903-1904, donc à l'époque où l'Action française commence à prendre vraiment son tournant monarchiste, Baconnier crée un mouvement qui va s'appeler l'avant-garde royaliste, avec un hebdomadaire intitulé L'Accord social, qui a pour but, quelques années avant Georges Valois, de synthétiser la pensée contre-révolutionnaire maurassienne et les réponses apportées aux questions sociales qui sont soulevées depuis une vingtaine d'années environ par l'industrialisation à outrance, par l'apparition du syndicalisme révolutionnaire, puis de l'anarcho-syndicalisme, notamment qui nous vient d'Espagne, et enfin par la violence dont fait preuve le régime républicain à l'époque, donc avec des gens comme Émile Combes ou plus tard Georges Clemenceau, dans la répression des premières tentatives d'organisation syndicaliste, notamment à travers la Confédération Générale du Travail. On peut penser aux différentes grèves qui ont été réprimées dans le sang, notamment à Draveil, ou encore la grève des vignerons du sud-ouest. Alors, Baconnier donc, venu à l'Action française par la lecture de l'enquête sur la monarchie de Maurras, comme Valois d'ailleurs, qui va être l'un des principaux artisans de la doctrine sociale d'Action française, comme Valois, et comme un certain nombre d'autres auteurs, on peut penser notamment à René de Maran. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Baconnier? D'une part, eh bien, le fait qu'il a toujours, tout au long de sa vie, essayé d'être le plus pragmatique possible, mais également son côté doctrinaire et son côté, son côté doctrinaire synthétique et syncrétique. À savoir qu'il va essayer, notamment dans son manuel du royaliste, qui fait une trentaine de pages au format A6, donc A6 c'est une moitié d'A5, c'est un quart de page, donc ça fait un peu penser un petit manifeste communiste avec sa première de couverture rouge, sobrement intitulé donc Manuel du royaliste, et ce petit manuel dans lequel Firmin Baconnier va chercher à synthétiser la pensée royaliste avec son aspect social, c'est-à-dire son illustration dans le monde du travail et comment le roi, la monarchie française, la monarchie maurassienne plus particulièrement, doit et peut être appliqué au monde du travail et comment les travailleurs, notamment les travailleurs ouvriers, peuvent se reconnaître royalistes en défense de leurs intérêts. Pour rapidement finir avec le portrait de Firmin Baconnier, donc il a rejoint évidemment l'Action française, il va collaborer à la création de ce qu'on appelle l'Union des corporations françaises avec Georges Valois, qu'il va d'ailleurs présider après le départ de ce dernier pour le faisceau, en 1925 de mémoire. Et Baconnier va ensuite collaborer, bien évidemment à l'Action française, mais également à la Gazette de France, qui est l'un des organes les plus vieux
d'expression journalistique française, puisqu'elle a été fondée en 1631 et qu'elle a été complètement noyautée par la pensée maurassienne au tournant des années 1900, et d'autres journaux très centrés sur le monde du travail, notamment la production française, également l'Accord social qui va continuer à être publié et dans lequel il va, à de nombreuses reprises, faire des tribunes et des lettres ouvertes pour défendre sa vision monarchiste sociale. Quelques ouvrages principaux à retenir. Bon, évidemment, le manuel du royaliste, écrit en 1903, préfacé par Charles Maurras, qui d'ailleurs va parler de ce manuel comme étant une sorte de livre de chevet que tout militant d'Action française devrait avoir. Plusieurs ABC, il fonctionne beaucoup par ABC de manière très synthétique. Un ABC du royalisme social en 1909, un ABC du syndicaliste en 1919, en parallèle avec justement un peu l'œuvre de Georges Valois, et un certain nombre de mémoires et d'ouvrages assez fournis d'ailleurs, assez bien documentés sur le régime corporatif. Donc la corporation, qui est une sorte de syndicat hérité du monde d'Ancien Régime, un syndicat qui développe son action non pas seulement dans le domaine de la lutte sociale et de la défense des salaires, des salariés, mais aussi dans toute la vie sociale et la vie, la pensée morale des individus. Donc avec quelques livres dont je vais vous citer, dont j'en possède quelques-uns, donc Le salut par la corporation, 1935, Le régime corporatif en 1933, Ce qu'il faut savoir du corporatisme en 1943, et une étude comparée, Syndicalisme et corporatisme, en 1944. À savoir que Bertrand Renouvin a beaucoup étayé la pensée de Firmin Bacconnier et son exemple dans son livre Charles Maurras, l'Action française et la question sociale en 1983. Donc c'est un auteur qui n'est pas resté totalement oublié. Le manuel du royaliste maintenant. Donc c'est bien le manuel du royaliste, j'ai fait le petit lapsus tout à l'heure, et non pas manuel du royalisme. Pourquoi ? Parce qu'ici, Firmin Bacconnier ne cherche pas à, en quelque sorte, absolutiser la pensée royaliste, il cherche bien à s'adresser directement aux militants. C'est bien un manuel qui s'adresse à nous tous, qu'on soit entre guillemets néophytes ou militants et réflexionnaires doctrinaires un peu plus poussés. En gros, c'est un manuel qu'on peut mettre dans toutes les mains, dans les nôtres tout d'abord pour défendre notre pensée face à des questions qui nous sont posées le plus souvent, et également mise dans les mains de nos néophytes ou tout simplement de nos ennemis pour qu'ils comprennent un peu mieux, de manière un peu plus posée, nos arguments de défense et nos principes. D'ailleurs, dans la préface de Charles Maurras, parce que Charles Maurras a préfacé cette œuvre, il nous explique que dans le manuel qu'on va lire, Bacconnier établit quels sont les principes, quels sont les vrais principes et les seuls vrais principes. Voilà. Donc ça, c'était de la bouche même de Charles Maurras. Comment va-t-il s'y prendre dans son petit manuel ? Bacconnier divise son manuel en deux parties principales. Une première sur la constitution monarchique, donc en gros les rappels sur qu'est-ce que le monarchisme français, et un second sur les relations entre le roi et les travailleurs, avec une conclusion sur l'avenir de ce combat et comment un royaliste peut envisager l'avenir. Donc dans cette première partie, qu'il intitule de la constitution monarchique, Firmin Bacconnier rappelle tout d'abord les bases théoriques de son propos. En gros, un peu comme Georges Valois et exactement comme Vladimir Volkov, Bacconnier cherche à définir les termes de son sujet. Ce dont je pense on doit encore faire preuve de nos jours, puisque on s'aperçoit même sur le Discord que on discute de beaucoup de sujets et que parfois les mots, les définitions ne sont pas les bonnes, en tout cas sont complètement dévoyées. Alors, déjà, sur quoi se base notre combat ? Évidemment, notre combat se base sur le quadrilatère maurassien, mais il se base surtout sur la différenciation primaire, sur la dialectique pure entre le monarchisme et le républicanisme. On va parler ici de mouvement et non pas de principe de gouvernement, parce que vous allez voir, on va d'abord définir le mouvement dans ses qualités et dans ses caractéristiques. Alors, qu'est-ce que le républicanisme ? Parce que pour être évidemment anti-républicaniste, il faut bien comprendre pourquoi le républicanisme est néfaste pour la France. Remarquez que je parle bien ici de républicaniste et pas de républicain, puisque, encore une fois,
certains militants, même certains sympathisants sont étonnés quand on l'évoque sur les réseaux, mais la F est républicaine. Elle est républicaine au sens aristotélicien, c'est-à-dire elle prône le bien commun, elle prône un régime qui a pour but de développer l'accord social, du nom même du journal de Firmin Baconnier, c'est-à-dire la concorde, l'entente, la paix sociale entre les individus d'une nation. Par antagonisme évidemment avec tous les mouvements qui prônent une guerre sociale, une opposition pure entre les individus de classe ou de catégorie sociale ou de race. On peut penser donc à tous ces mouvements issus du romantisme politique et de la Révolution française, depuis le républicanisme de quelqu'un comme Lamartine ou après Victor Hugo, jusqu'au nationalisme révolutionnaire, ou encore en passant par le socialisme, le communisme, etc. Donc, pour savoir pourquoi il faut être monarchiste, évidemment, il faut savoir pourquoi on ne peut pas être républicaniste. Alors, qu'est-ce que le républicanisme ? Baconnier nous explique que le républicanisme est d'abord un mouvement, une réflexion, fondée sur un sentiment individuel. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Il nous donne un exemple, en fait. Il nous donne 3 individus, monsieur X, monsieur Y et monsieur Z, qui discutent du régime politique appliqué à la France. L'un trouve que les choses sont mal organisées, nous dit Firmin Baconnier. Il voudrait qu'elles fussent construites d'une autre façon, bien entendu, selon sa fantaisie. En clair, voilà, c'est tous les idéalistes utopiques du régime républicain, depuis Robespierre et Rousseau, jusqu'à récemment les fameux libéraux libertaires dont nous parlait Michel Clouscar, donc les derniers en date, par exemple, quelqu'un comme Cohn-Bendit, quelqu'un qui veut modifier la structure de l'État et la façon dont nous envisageons la politique selon les fantaisies de ses propres désirs. Un autre, donc M. Y, répond « L'État doit être dirigé par un dictateur élu au suffrage universel ». C'est tout simplement l'Empire, nos entre guillemets camarades bonapartistes, dont je suis toujours surpris de voir qu'ils existent toujours malgré leur absence totale de doctrine politique. C'est napoléonien, c'est bonapartiste, c'est césarien, on pourrait dire, qui ne sont ni plus ni moins que des républicains qui veulent un pouvoir fort, donc un dictateur élu au suffrage universel. Et enfin, Monsieur Z, le dernier, qui dit le Parlement doit régir la vie publique. Bon, évidemment, là, c'est une attaque claire contre le parlementarisme. On peut voir donc, comme le dit Firmin Baconnier, que selon ceux qui veulent le régime politique selon leur propre fantaisie, évidemment, le républicanisme revêt divers qualificatifs. Pierre, nous dit Firmin Baconnier, Pierre veut que la République soit catholique, Jean veut qu'elle soit libre penseuse, Jacob veut qu'elle soit sémite et Paul veut qu'elle soit antisémite. On est toujours dans un système de dialectique, d'opposition, de coterie, de parti. Donc, qu'est-ce que le républicanisme ? C'est bien un sentiment politique fondé sur l'individualisme, le fait que l'individu veuille modifier l'appareil politique selon sa convenance. C'est exactement le genre de remarque qu'on a parfois quand on parle avec les gens dans la rue. « Ah mais moi je vois pas pourquoi il y aura un roi, parce que ce roi-là ne serait pas plus légitime que moi, donc si lui il est roi, je vois pas pourquoi je serais roi aussi, moi aussi je voudrais être roi. » C'est du républicanisme pur. Donc qu'est-ce que le monarchisme ? Le monarchisme, par opposition au républicanisme, accepte les choses comme elles sont, nous dit Baconnier, pour la bonne raison que l'homme est impuissant à les transformer. Il prend les sociétés telles qu'elles ont été formées par la nature et par l'histoire. C'est donc bien à la fois une réflexion basée sur notre héritage aristotélicien. L'homme est un animal politique, donc la société, notamment le fonctionnement de la société politique n'opprime pas l'homme, comme pouvait le penser Rousseau. D'autre part, à la suite de saint Thomas d'Aquin, la société et l'appareil politique ne se construit pas ex nihilo à partir de rien, il se construit selon des principes que l'on peut observer dans la nature et notamment dans la famille. Et enfin, à l'image d'un corps humain, à l'image d'un corps naturel, l'état politique est par essence hiérarchisé et organisé selon des organes qui sont à la fois distincts et inséparables. C'est exactement la pensée de Hobbes. Voilà, donc on peut voir juste qu'en définissant monarchisme et républicanisme, déjà, on retombe sur les bases de la pensée maurassienne. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que la monarchie donc? On a parlé du monarchisme. Le monarchiste défend la monarchie. La monarchie, nous dit Bacconnier, c'est l'application des vérités politiques indiquées par l'observation attentive de l'homme et du milieu dans lequel il vit. Certains pourraient dire c'est une sorte de darwinisme politique. Oui et non. C'est plutôt du positivisme au sens d'Auguste Comte, encore une fois, puisque c'est bien issu de l'observation empirique des faits et de leurs relations entre eux qu'on estime que la monarchie est le régime optimal pour la France. Et qu'est-ce qui constitue la monarchie, nous dit Bacconnier, encore une fois, un ensemble d'institutions à la fois distinctes et inséparables, distinctes en ce que chacune d'elles joue un rôle déterminé, c'est le principe même d'un organe, au sens humain et au sens politique, et inséparables en ce qu'elles ne pourraient pas, on va dire, se détruire sans briser la solidarité qui les unit. Évidemment, enlever un organe, qu'il soit politique ou humain, à un corps quelconque, et ce corps va fonctionner un peu moins bien, on va dire en deçà de ses capacités optimales. La monarchie, donc là c'est la première question que souvent on peut nous poser, c'est la première question que Bacconnier nous adresse de façon rhétorique. La monarchie, c'est donc pas un système de gouvernement dans lequel l'homme, qu'on appelle un roi, commande d'après ses caprices et son bon plaisir. En fait, en gros, c'est pas un troupeau d'esclaves. Et bien évidemment, la réponse de Bacconnier, c'est non. Cette conception-là est la contradiction même du principe monarchique. Elle est, par contre, l'exacte interprétation du républicanisme et du césarisme. En fait, ce qu'on assimile souvent comme étant la tyrannie royale, l'absolutisme royal, comme on voit sur les livres d'histoire avec le fameux aphorisme de Louis XIV qui dirait « l'État c'est moi », c'est plutôt proche du césarisme que du véritable monarchisme. Parenthèse, comme l'a bien montré d'ailleurs Michel Clouscar, ce qu'on appelle l'absolutisme royal, qui en gros s'étend à partir de la répression des protestants par Louis XIII et par Louis XIV jusqu'à la chute de l'Ancien Régime. D'une part, c'est une sorte de délitement et de contrefaçon de la monarchie héréditaire traditionnelle. D'ailleurs, il y aura beaucoup de crises héréditaires pendant cette période-là, les ruptures héréditaires entre Louis XV et son grand-père Louis XIV, et ensuite entre Louis XV et son arrière-petit-fils Louis XVI. Et d'autre part, c'est l'absolutisme royal qui va façonner, entre guillemets, qui va servir de terreau favorable aux Lumières. Donc si la Révolution française n'a pu arriver, elle ne s'est pas faite toute seule, elle s'est faite surtout en réaction à l'absolutisme royal, qui était déjà lui-même un délitement assez violent du principe de monarchie héréditaire et traditionnelle que nous défendons. Donc, non, la monarchie n'est pas un système de gouvernement où l'homme, qu'on appelle roi, commande d'après ses caprices. Voilà, c'est pas la horde d'esclaves que l'on peut entendre dans la Marseillaise. Bacconnier donc va nous décrire un certain nombre d'exemples, de contre-exemples qu'on prend parfois pour être des monarchies, mais qui sont plus des tenants d'autres régimes, notamment césariens. Évidemment, le pouvoir césarien par excellence est celui de César, je vous apprends rien, mais en France, un pouvoir par exemple comme celui de Napoléon Ier et de Napoléon III sont des césarismes. Napoléon III, qui finira, comme on le sait, par accoucher d'une guerre contre la Prusse, mal préparée, confiée à des généraux tout aussi mal préparés, qui va aboutir à la destruction totale de son empire et le soulèvement de la Commune qui sera réprimé dans le sang par la Troisième République. C'était l'objet de la conférence de la dernière fois. Et en même temps, Napoléon Ier qui lui ne veut pas faire mieux, puisqu'il va juste simplement rajouter au statu quo imposé par le coup d'État de Brumaire son népotisme, c'est-à-dire qu'il va placer à la tête des États des hommes et des femmes, ses frères et ses sœurs, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, puisque évidemment ils n'étaient pas en adéquation avec les peuples et avec les aspirations des peuples. On a pu le voir notamment en Italie et en Espagne. Donc ça, c'est les principaux exemples de régime césarien. Et maintenant, le républicanisme, le régime républicain, là, au sens politique, au sens perverti du terme, et pas au sens aristotélicien, donc je dirais républicain avec un petit R, c'est en fait ce que nous dit Bacconnier, non pas un pouvoir exercé par un César, mais par 800 Césarions. On multiplie le nombre de petits tyrans, la fameuse phrase du patriote,
dans le film de Patriot, de Mel Gibson, qui dit qu'au fond, il préfère avoir un tyran qui vit à 1000 lieues de chez lui que 1000 tyrans qui vivent à 1 lieue de chez lui. Bon, bah là, en l'occurrence, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines de tyrans qui vivent grassement payés sur notre dos, pas très loin de chez nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que la monarchie, si ce n'est donc pas un roi tout seul? C'est la question, évidemment, sur laquelle rebondit Baconnier. Le roi, nous dit-il, exerce une fonction précise, mais il n'en exerce qu'une, celle de l'autorité protectrice. Et il est déterminé à remplir cette fonction de protecteur des intérêts populaires par l'organisation sociale ou décentralisation, sans laquelle il n'y a pas de monarchie, mais un césarisme. En clair, pourquoi nous demandons une monarchie décentralisée? Parce qu'une monarchie non décentralisée, une monarchie centralisée, c'est la monarchie absolutiste on va dire, du XVIIIe siècle, qui a accouché des Lumières, et c'est donc une perversion de la monarchie traditionnelle, c'est donc, in fine, du césarisme. C'est le principe même des empires. Donc, où réside le pouvoir s'il n'est pas centralisé, et par qui est-il exercé? Donc, Baconnier nous répond, eh bien tout simplement le pouvoir réside dans la famille royale, et il est exercé par le chef de la famille, à savoir le roi. Et à sa mort, le pouvoir est transmis à son plus proche héritier mâle, comme cela se faisait traditionnellement dans toutes les familles princières, dans toutes les familles, même les familles populaires. À la mort du père, c'est le fils aîné qui était chargé entre guillemets d'être le chef de la famille pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, etc. Et donc pourquoi ce pouvoir réside-t-il dans une famille et non dans un individu? Pourquoi nous sommes royalistes et nous ne défendons pas en soi un homme, un seul homme, mais nous défendons bien une famille, Le fait d'avoir un roi célibataire ou alors avec une famille complètement délitée, voire pas de famille du tout, évidemment ça n'aurait pas de sens. Nous défendons un modèle familial et non pas un modèle individuel. Et bien comme nous dit Baconnier, l'essence du pouvoir royal est d'être perpétuel et héréditaire, on retombe bien sur le quadrilatère maurassien, et s'il était confié à un seul individu, dont l'existence est éphémère et limitée, ce pouvoir s'éteindrait nécessairement avec son détenteur et perdrait ainsi son caractère de perpétuité nationale. Il ne peut donc résider que dans la famille qui, elle, ne meurt jamais. C'est exactement le principe même d'une famille. Donc, parce que le pouvoir est familial, il est de facto décentralisé, puisqu'il n'est pas centralisé dans un seul individu au sein de la famille, et de ce fait, il est héréditaire. Ça rejoint un peu la conférence de la dernière fois. Pourquoi? Parce que l'hérédité est établie en vue de conserver le patrimoine national. Dans une famille, l'hérédité avait pour but de préserver le patrimoine familial pour éviter, en cas de problèmes familiaux, en cas de multiplicité des enfants et des unions, de voir le patrimoine être réduit comme peau de chagrin par des systèmes d'héritage dévoyés, par des systèmes d'alliance dévoyés eux aussi. Donc l'hérédité d'un point de vue national, c'est exactement ce même principe porté sur le territoire et les intérêts nationaux. Et c'est exactement ce que nous dit Baconnier, un gérant perpétuel, donc là en l'occurrence une famille avec à chaque fois un chef de famille, assuré de laisser à son fils l'administration du bien national sans, par la force des choses, son intérêt particulier s'identifier avec celui du pays, de sorte qu'il est intéressé non seulement à conserver intact le patrimoine national, mais à l'accroître, à l'améliorer et à l'embellir. Tout ça par opposition à ce qu'on appelle l'administrateur temporaire, à savoir ici les présidents, les empereurs. Un administrateur temporaire, quel que soit son patriotisme, met constamment le bien public en péril. Il est l'élu d'un parti, ses intérêts sont solidaires de ceux de son parti. Il est donc contraint à considérer toute chose non point par rapport au pays, mais uniquement par rapport au parti qu'il a délégué aux affaires. C'est exactement le même principe qu'on avait vu l'autre fois avec la Commune de Paris. Si vous avez un administrateur, un gestionnaire qui est élu, c'est le principe de la théorie de l'agence, il va chercher à satisfaire ceux qui l'ont élu, satisfaire ceux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est le principe même d'un président de la République. Donc, qu'il soit empereur, qu'il soit président, qu'il soit tyran, qu'il soit dictateur, peu importe le nom qu'on va lui donner, nécessairement, il n'aura pas une gestion du pays pour le pays en soi, mais pour ses intérêts propres. Alors, nous rétorque Baconnier, le roi n'est-il pas naturellement porté à favoriser les royalistes? Voilà souvent ce qu'on nous dit. Si un roi accède au pouvoir, évidemment, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à privilégier les royalistes. C'était d'ailleurs la grande pensée des révolutionnaires de 1789 qui s'imaginaient
En gros, le roi revenir, avec les émigrés de 1789, revenir dans ses bagages et revenir à l'ancien régime, comme on le voit souvent dans les images d'Épinal, notamment à travers le livre Jacou le Croquant, qui est une sorte d'épiphénomène. Dans beaucoup de régions, ça a été beaucoup plus, on va dire, pacifique, tout simplement parce que les nobles rentrés d'émigration avaient repris leur place qu'ils avaient toujours occupée dans les petites communautés. Nous répond Baconnier, évidemment, le roi étant héréditaire, ne dépendant pas par conséquent des royalistes, n'a aucune raison de leur octroyer des faveurs particulières. Le souci constant de ses propres intérêts le pousse à rechercher les hommes de mérite où ils se trouvent, même chez les républicains. C'est exactement d'ailleurs ce que disait Henri Vaugeois dans sa préface de l'Action française, notamment à ses débuts, puisqu'on peut trouver dès les premiers numéros d'Action française cette explication suivante. L'Action française, en gros, voulant la restauration de la monarchie, devint royaliste. Chacun de ces numéros depuis lors tendit à faire des royalistes. Les anciens royalistes, continue Vaugeois, eurent plaisir à se voir confirmés par des raisons souvent nouvelles dans leur tradition et leur foi, mais l'Action française visa plus particulièrement ces patriotes qui sont tous enlisés encore dans le vieux préjugé démocratique, révolutionnaire et républicain. Elle dissipe ce préjugé anarchiste et du patriotisme rendu plus conscient, elle exprime et fait apparaître le royalisme qui s'y trouvait implicitement contenu. Beaucoup de républicains ont été ramenés à la royauté, bien d'autres y viendront si l'Action française est mise en état de les atteindre et de les enseigner. C'est exactement le principe de l'Action française qui est rappelé ici-là par notre camarade Baconnier. Nous n'avons pas pour but de passer du cirage dans le dos de tous les royalistes bontins et les royalistes historiques qui se sont toujours sentis royalistes dans leur cœur et qui ne se l'expliquent pas. C'est le principe même de ceux qu'on surnomme souvent avec mépris les légitimeux, les monarchistes de droit divin, qui sont capables de vous expliquer la monarchie avec des termes autres que des termes religieux. C'est également la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, moi le premier, nous sommes venus de milieux non royalistes. Donc, si nous ne sommes pas venus de milieux royalistes, donc si nous ne sommes entre guillemets pas royalistes par intérêt, on n'aurait aucun intérêt à l'être puisque le roi ne nous favorisera pas à son retour, c'est bien le principe royal qui va guider non pas pour ses intérêts ou les intérêts de ceux qui le servent, mais bien pour l'intérêt commun, pour le bien commun. La République ne peut-elle pas à la longue s'identifier avec le pays, conclut, entre guillemets, nous pose en demi-teinte la question suivante, donc Baconnier. Cela est physiquement impossible. Issue de l'élection, elle ne peut être autre chose que le gouvernement d'une secte. Que ce gouvernement soit entre les mains de fripons ou d'honnêtes gens, il n'en est pas moins sous la domination d'un parti, contraint pour se maintenir au pouvoir de restreindre les libertés de ses adversaires. Et l'élection n'a aucun autre inconvénient de porter à la tête des gens, même s'ils sont bien intentionnés, qui resteront esclaves de leur parti, et en plus, et ça c'est un peu la conclusion sur ce petit chapitre de Baconnier, elle peut non seulement apporter des nationaux, on va dire républicanistes, donc des nationaux qui ne vont pas servir l'intérêt commun, mais elle peut en plus amener au pouvoir un étranger ou un serviteur de l'étranger. On est exactement aujourd'hui dans ce cas-là, dans notre pays, puisqu'on a bien des étrangers au gouvernement, en tout cas des gens qui n'ont pas la nationalité française depuis bien longtemps et qui ne se sentent pas français, qui se sentent plutôt européens, qui se sentent citoyens du monde, et on a des gens qui servent l'étranger à travers les lobbies, les différents lobbies dont le CRIF me paraît l'un des plus beaux exemples. On a bien des gens qui ont été formés, comme certaines, donc notamment je crois Rocaille Diallo, qui ont été formés aux États-Unis, dans d'autres pays, qu'on pourrait considérer comme étant des serviteurs de l'étranger dans le sens où ils appuient les intérêts, ou en tout cas les revendications d'autres pays sur le territoire français. Et c'est pour ça que d'ailleurs Baconnier concluait de la manière suivante: République et patrie sont deux termes qui se contredisent. Intéressant d'ailleurs de voir que c'est sans doute les républicains qui les premiers ont essayé d'introduire la notion de patrie. Dans le reste de cette partie, Baconnier va essayer d'expliciter tous les cas dans lesquels un républicain ou simplement un sympathisant de la cause royaliste qui essaierait naïvement de nous poser des questions pourrait trouver des points d'achoppement, des points qui pourraient le faire douter sur le bien fondé de notre entreprise. L'un de ces premiers points, c'est évidemment le mariage des rois avec les princesses étrangères.
Cependant, nous dit Bacconnier, le mariage des rois avec les princesses étrangères n'altère-t-il pas le sang national des rois? Non, nous répond Bacconnier. Le mariage avec les rois de France font que les princesses étrangères ne peuvent en rien modifier l'intérêt de la famille royale, qui est toujours d'assurer la prospérité du pays. Cela est si vrai qu'il n'est pas, dans toute l'histoire de France, un seul exemple sérieux que, par l'influence des femmes, les intérêts nationaux avaient été négligés au profit d'intérêts concurrents. L'accusation a été portée bien souvent, on ne l'a jamais établie. Bon, Bacconnier nous rappelle d'ailleurs que le mariage des rois et des familles régnantes d'autres pays a permis, en plusieurs occasions, d'augmenter la taille du territoire national. On pourrait penser aux apports, par exemple, des Médicis, ou au mariage avec Aliénor d'Aquitaine, évidemment, ou d'Anne de Bretagne, qui a permis l'annexion de la Bretagne. Dans l'histoire de France, de manière générale, quelques exemples qu'on pourrait citer à quelqu'un qui nous apporterait cette question, eh bien, tout simplement, on peut citer le principe même de la régence. Puisqu'une régence, qu'est-ce que c'est, si ce n'est le principe familial et l'hérédité familiale qui continue à prendre tout simplement le dessus, puisqu'une régence n'est ni plus ni moins que le pouvoir exercé en l'attente de la majorité du roi par sa mère ou par un parent proche en cas de décès ou d'incapacité de celle-ci à assurer ses fonctions, souvent un régent mâle qui est le plus proche parent du jeune prince. C'est donc bien un principe héréditaire, traditionnel, décentralisé, puisque le pouvoir n'est pas entre guillemets concentré dans le régent, puisque le roi conserve quand même, le futur roi conserve quand même sa capacité propre à gouverner, et il y a un conseil de régence, il n'y a jamais un seul régent qui possède tous les pouvoirs, ça n'existe pas. Et enfin, on pourrait rappeler que dans l'histoire de France, là je m'appuierai un petit peu plus sur Proudhon, qui a très bien décrit ce principe de manière un petit peu plus fournie dans son livre La pornocratie, où il nous explique que parce que l'homme et la femme sont deux éléments d'un même tout, et qu'ils sont complémentaires, mais pas égaux, qu'ils sont bien complémentaires, il parle d'équivalence. Lorsque l'homme parvient à conscientiser un certain nombre de procédés, qu'il arrive à les idéaliser, entre guillemets, donc à penser des choses assez complexes et à théoriser des grandes formules politiques, c'est la femme qui va lui permettre de les rendre pragmatiques, de les appliquer avec pragmatisme, si bien que dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'humanité en général, mais dans celle de France plus particulièrement, il y a toujours eu une figure féminine pour, entre guillemets, concrétiser, pragmatiser, mettre en pratique les grands élans de l'histoire de l'humanité que décrivait Hegel. Par exemple, il y a toujours eu derrière tous les grands rois de France une femme, qu'elle soit reine ou pas, mais en général c'était une reine de France. On peut penser évidemment à Blanche de Castille, on peut penser à Clotilde, on peut penser à Jeanne d'Arc, on peut penser à Marie de Médicis, on peut penser enfin à Marie-Antoinette, qui a eu un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit, dans la formation politique et dans la foi du roi Louis XVI. Donc, en conséquence, conclusion de Bacconnier sur cette question, en gros, les rois peuvent se marier avec des princesses étrangères, il n'y a pas de problème particulier, au contraire, c'est même une force, puisque cela permet d'assurer l'hérédité, là, de manière plus pragmatique, à travers un sang neuf, et les problèmes de consanguinité sont de manière assez logique écartés. Petite parenthèse pour conclure sur ce point, il faudrait arrêter de résumer notre lutte, ou en tout cas notre critique des partisans des Bourbons d'Espagne par le simple fait qu'ils soient, entre guillemets, étrangers, puisque je rappelle que beaucoup de princes et de princesses et de rois français n'avaient pas que du sang français, que certains rois sont d'ailleurs devenus rois d'autres pays avant de devenir rois de France, Henri IV, Henri III notamment, et que si nous-mêmes commençons à porter le combat sur le fait de la légitimité, entre guillemets, de sang ou de nationalité, on met de facto de côté toutes les princesses de France qu'on voudrait ou qu'on a vu monter sur le trône de France. Je rappelle quand même que la princesse Philomena, elle n'est pas totalement française. Elle est française de volonté, et elle n'est pas française de sang. Donc c'est pas la peine de porter ça sur ce sujet-là sur la table, on risque de passer plus pour des débiles qu'autre chose. Fin de la parenthèse. Autre point, puisqu'on a parlé donc des mariages, maintenant on va parler de la descendance.
Bâconnier, ça c'est une question qu'on entend souvent et que parfois avec regret je vois que les militants ont un peu du mal avec cette question. Que faire quand un roi est fou ou inintelligent? Les républicains, nous dit Bâconnier, les républicains ne disent-ils pas que l'hérédité peut transmettre la couronne à un fou? Oui, nous dit Bâconnier, et ils affirment que cette éventualité est la condamnation de la monarchie héréditaire. Si, cependant, ils réfléchissaient un peu, ils s'apercevraient que toutes les monarchies du monde ont, dans ce cas, recours au système des régences. L'ordre de succession n'est pas interrompu, mais le pouvoir est exercé par le plus proche héritier du roi. Voilà, donc la première réponse. Si quelqu'un nous dit oui, mais la monarchie, elle peut donner le pouvoir à un fou, réponse non, parce que c'est une monarchie non centralisée, donc le pouvoir est toujours contrebalancé par des contre-pouvoirs, qu'ils soient parlements locaux, conseils de régence, organismes, corporations, paroisses, un certain nombre d'églises ou d'associations de culte. Donc, de facto, le pouvoir n'est pas, entre guillemets, entre les mains de ce seul fou. D'ailleurs, le roi fou, donc c'est Charles VI de mémoire, le roi fou n'a pas été, entre guillemets, roi. Il était fou, mais il n'a pas réellement été roi, parce que celle qui a exercé le véritable pouvoir, ça a été la régente, pour le coup, l'un des rares exemples de régence qui a mal tourné, parce qu'elle était mal conseillée à mon sens, et que ceux qui ont beaucoup œuvré au début de la guerre de Cent Ans, ça a été les Bourguignons qui ont conseillé, qui étaient proches de la régente à l'époque. Donc, pour le cas d'un roi fou, voilà, un roi serait fou, bon, imaginons que dans la succession, le prétendant au trône soit fou, j'ai envie de dire, le pouvoir irait à une régence qui ensuite transmettrait le pouvoir à la mort de ce roi fou, qui de toute manière se ferait assez rapidement, j'imagine, à un autre roi. Donc ça ne deviendrait pas Game of Thrones avec un roi fou qui se ferait renverser. D'ailleurs, entre parenthèses, dans Game of Thrones, les Baratheons ont un rapport assez césariste au pouvoir puisqu'ils ont pris le pouvoir par la violence et qu'ensuite ça dégénère en querelle de parti. C'est exactement le principe de ces livres-là. Deuxième cas de figure, si le roi n'est pas fou, mais qui est tout simplement ce qu'on appelle une individualité médiocre. Ce que les républicains souvent ont tendance à imputer à quelqu'un comme Louis XVI, même si sa personnalité politique était relativement assez effacée et peut-être pas assez construite, on ne peut pas considérer qu'il était d'une individualité médiocre, puisque cela serait complètement injuste, et ce serait mettre de côté sa foi, son côté humain, sa conscience des problèmes sociaux et le coup de maître qu'il a quand même réalisé en expulsant les Anglais d'Amérique du Nord, en tout cas des colonies des États-Unis. Quoi que le résultat puisse être, on peut lui reconnaître. Bref, si le roi est une individualité médiocre, nous répond Bâconnier, la fonction royale n'implique pas des connaissances universelles et elle peut être fort bien exercée sans génie. Elle exige simplement les aptitudes spéciales à cette fonction. Or, le roi est élevé en vue du rôle qu'il doit exercer, jeune, il a été initié à tous les secrets et tous les détails de la mission qui lui incombera un jour. Toutes les questions de l'État lui sont familières. Exactement comme le fils d'un fermier associé depuis son enfance aux travaux de son père, il est bien plus apte à diriger une ferme qu'un grand avocat ou un grand savant. Le roi, même inintelligent, sera toujours supérieur pour exercer le métier de roi à un écrivain, à un orateur ou à un industriel que le hasard d'une élection place subitement à la tête d'un grand pays. C'est exactement ce principe-là, c'est-à-dire que oui, dans une monarchie non héréditaire, le roi, s'il est une individualité médiocre, ne va pas pouvoir exercer correctement son pouvoir. On peut penser notamment à toutes ces monarchies électives où on a eu un moment des rois complètement débiles ou des rois qui étaient médiocres. On peut penser à la monarchie corse à un moment qui avait élu un aventurier polonais à sa tête. On peut penser à la monarchie polonaise ou au Saint-Empire romain germanique qui se sont retrouvés à un moment avec des gens élus qui n'étaient pas très bons, ou en tout cas qui, s'ils étaient peut-être très bons, n'ont dû leur élection qu'à des coteries et qui de facto sont restés toujours redevables de ceux qui les avaient élus. On peut penser à Charles Quint notamment. Certes, dans une monarchie non héréditaire, la médiocrité intellectuelle est rédhibitoire. Néanmoins, comme je l'ai dit au début de la conférence, nous ne sommes pas dans une monarchie non héréditaire, dans une monarchie élective, mais bien dans une monarchie héréditaire. L'hérédité assure, encore une fois, je pense que l'exemple que donne Bâconnier est le meilleur, à savoir, si un homme cultive un champ toute sa vie,
il aura beaucoup plus de facilité à éduquer son fils dans ce sens et à le transmettre à son fils, que ce soit un fils de sang ou un fils, entre guillemets, spirituel, un fils de travail, qu'à un grand avocat qui va venir avec tous ses bouquins et toutes ses grandes théories et foutre le champ complètement hors d'usage. C'est exactement le principe d'une monarchie dite corporative, puisque comme dans une corporation, le roi transmet à son apprenti, à savoir son héritier, le pouvoir royal et l'apprentissage du pouvoir royal. Et les contre-pouvoirs, comme dans une corporation, s'assurent que cette transmission soit pragmatique, qu'elle respecte, qu'elle soit traditionnelle, donc elle respecte les traditions et les lois en vigueur dans le pays, et enfin, il s'assure qu'elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle ait pour but une justice politique, une justice économique, une justice sociale. Petite question un peu entre parenthèses de Bacconnier, justement, souvent on nous la sort. N'est-il pas à craindre cependant qu'un roi ne se laisse guider par des courtisans et des flatteurs? Évidemment, nous dit Bacconnier, quel que soit son entourage, un roi, utile des faiblesses, garde comme tout le monde le sentiment de ses propres intérêts. Et comme il ne peut à lui seul les gérer convenablement, dans leurs détails, il s'entoure de spécialistes, c'est-à-dire de ministres et de commis, le mieux doué possible, qui lui facilite sa tâche. L'histoire de toutes les monarchies du monde témoigne que les rois faibles, ou du moins qui passent pour tels, ont souvent confié la direction des affaires de l'État à de grands ministres. Bon, il nous cite Louis XIII, entre autres, qui avait Richelieu. On peut penser ensuite à Louis XIV, qui au début de sa vie, vu qu'il était un peu jeune et un peu, on va dire, peut-être pas assez formé politiquement, qui a eu Mazarin, qui l'a formé. On peut penser à Henri IV, qui au début de son aventure politique a eu, on va dire, il a eu des conseillers proches, et ensuite il a eu notamment Sully. On peut penser à tous ces rois qui ont eu des très grands conseillers. Encore une fois, comme dans l'histoire des régences et des reines de France, on ne peut penser la monarchie française sans envisager ses conseillers. Et c'est souvent d'ailleurs ce que les républicains font à tort, de vouloir réduire l'histoire de France à ses rois, alors qu'en fait, si les rois ont bien fait la France, elle ne s'est pas faite que par la personnalité du roi, mais par bien la famille, la régence et les conseillers. Et donc c'est pour ça que nous conclut Bacconnier, la monarchie héréditaire, c'est bien la vérité politique. Troisième partie de ma conférence, c'est un peu comme ça qu'il va conclure un peu son principe. Pourquoi la monarchie héréditaire est bien une vérité politique? Alors, les républicains, souvent, ne disent-ils pas que la monarchie a fait son temps et qu'elle ne correspond plus aux besoins des sociétés modernes? C'est le grand principe du fameux progrès, pas du progrès au sens de Proudhon, mais plutôt du progrès au sens, on va dire un peu, progressiste, de la Révolution française, de dire qu'il y a une évolution linéaire de la vie politique française et qu'il y a eu le temps de la féodalité, il y a eu le temps de la monarchie absolue, maintenant on est dans le temps de la République. C'était le présupposé, c'était le postulat de Karl Marx. Eh bien, c'est leur argument favori, nous dit Bacconnier, mais en le formulant, ils trompent le peuple pour l'exploiter plus à leur aise. Les principes ne sont ni vieux ni jeunes, ils ne sont ni bons, ils sont bons ou ils sont mauvais, et dans tous les pays et à toutes les époques, les peuples et les individus ont vécu libres et heureux ou malheureux, et asservis dans la mesure de leur soumission ou de leur révolte à l'égard de ces principes fondamentaux. En clair, les principes politiques, c'est pour ça qu'on parle bien de politique naturelle chez Maurras, il n'y a pas de principes politiques qui soient entre guillemets dépassés, puisque la politique étant une science, il y a bien des vérités et des contre-vérités, et ces vérités, comme on les prouve, comme dans une science, par des expériences empiriques et par des comparaisons de résultats. Qu'est-ce qui prouve que la monarchie héréditaire est la vérité politique? Ce qui le prouve, c'est qu'elle est nécessitée par les besoins éternels de l'humanité. Bacconnier nous explique quels sont ces besoins. En gros, chaque citoyen a un intérêt particulier, en gros c'est l'intérêt individuel, et un intérêt social, au sens un intérêt collectif, un intérêt national, un intérêt d'État. Et c'est l'intérêt commun à tous les membres d'une collectivité de ménager leurs ressources afin de prévoir, de préparer leur avenir. En gros, c'est cette espèce de tempérament, cette espèce de bien commun qui va pousser les gens à tout simplement vivre dans une société. Et si vous faites abstraction de l'un de ces deux intérêts, l'intérêt particulier, si on en fait abstraction, évidemment, on tombe dans une société où l'individu n'a pas de sens, on ne raisonne qu'en termes de groupe, mais encore pire, lorsqu'on nie l'intérêt social, lorsqu'on fait de l'intérêt individuel, lorsqu'on l'érige
en espèce d'absolu qui fait que ça va pouvoir régir la société, on tombe évidemment dans de l'individualisme absolu, dans lequel est tombé Rousseau, dans lequel est tombé Marx, dans lequel va tomber également tous les révolutionnaires, notamment jusqu'à Trotsky. Et si on nie l'intérêt social comme étant un intérêt distinct de l'intérêt particulier, on peut parfaitement comprendre pourquoi certains pensent que leur intérêt particulier va pouvoir leur permettre d'être des bons rois ou des bons souverains. C'est le principe de tout le monde veut être président de la République, sauf qu'à la fin, c'est qu'une minorité qui l'est, parce que Jackie le gilet jaune, il est persuadé qu'il deviendra un bon président de la République, sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que son intérêt particulier est moins fort que l'intérêt particulier de quelqu'un qui a fait l'ENA et qui a travaillé à la banque Rothschild. Donc, l'élection ne peut pas, au même titre que l'hérédité, assurer l'unité du pouvoir, puisque nécessairement ce sera le principe de l'affrontement des intérêts particuliers et l'exacerbation même de ces intérêts-là. Et donc, la monarchie moderne, ce qu'il appelle la monarchie moderne, c'est bien de penser que le principe monarchique ne change pas, mais que pour autant, on ne doit pas restaurer les pratiques du Moyen-Âge. En gros, souvent ce qu'on nous dit, c'est, en fait, en gros, vous voulez revenir à l'Ancien Régime, eh bien, Baconier nous répond non. Si les principes ne changent pas, les mœurs, les méthodes, les besoins se modifient sans cesse, la vie nationale est caractérisée par des transformations constantes, il est indéniable que la France actuelle ne ressemble pas à la France du temps de Philippe Auguste ou de Saint-Louis. Les progrès de toutes sortes ont créé un état social nouveau. Or, il faut qu'il y ait un accord social parfait entre les institutions politiques et l'état social. Il serait donc absurde de supposer que la monarchie française du XXe siècle ressemblera à celle de Saint-Louis ou même à celle de Louis XIV ou de Charles X. Elle sera moderne, c'est-à-dire appropriée aux besoins du temps présent. Et c'est ce qu'il appelle, Baconier, la monarchie progressiste. Vous voyez, on retombe dans la notion de progrès au sens proudhonien, à savoir que chaque idée, chaque constatation empirique va aboutir à un régime de plus en plus parfait, qu'il va être augmenté de l'expérience, de la somme des expériences de ceux qui l'auront pensé. C'est le principe des régences, c'est le principe également des conseillers du roi, des différents conseillers qui se sont succédés. Et donc, nous revendiquons non pas une monarchie figée dans le passé, mais une monarchie moderne. Nous voulons bien une monarchie de progrès et pas une monarchie absolue. Enfin, et c'est sans doute après la dernière partie de cet ouvrage, qu'est-ce que la monarchie si elle n'est pas populaire et si elle n'est pas sociale? C'est là que Baconier s'inscrit bien dans la doctrine sociale d'Action française, puisque c'est bien de penser la monarchie, seulement la monarchie étant constituée de deux choses. D'une part, qu'il appelle le roi dans ses conseillers et le peuple dans ses États. On ne peut pas penser la monarchie sans penser le peuple en ses États. Principe de décentralisation. On a parlé du roi, on a parlé de ses conseillers, maintenant on va parler un peu du peuple. La fameuse monarchie populaire que nous voulons. Que signifie l'expression monarchie populaire, nous dit Baconier? Cela veut dire que la monarchie est la protectrice naturelle des intérêts du peuple. Et par peuple, il faut entendre tous les citoyens, tous les enfants d'une même patrie, à quelles conditions sociales qu'ils appartiennent. Alors là, ça fait écho évidemment à deux théories à laquelle on se pose. La première théorie qui est celle de la patrie ou du peuple au sens révolutionnaire du terme, à savoir que le peuple, c'est une sorte, pour les républicains, c'est une sorte d'ensemble mécanique, c'est-à-dire qu'on appartient au peuple, on subit son appartenance au peuple, on est du peuple parce qu'on est d'une certaine classe sociale, parce qu'on est démocrate, parce qu'on est républicain, et on ne devient automatiquement plus du peuple lorsqu'on déroge à ces principes. C'est le principe fondamental du populicide vendéen décrit par Gracchus Babeuf. Et de l'autre côté, qui est en fait une sorte de mutation de ce principe, le principe marxiste de la guerre sociale, de la lutte des classes, c'est-à-dire de dire que le peuple ne se définit que par son appartenance à une classe économique ou sociale et à un groupe particulier, politique, religieux, on va dire un groupe de pensée particulier. Et donc ces deux pensées-là sont vectrices de guerre sociale, là où la monarchie est vectrice de paix sociale. On revient encore une fois sur la monarchie et les classes ouvrières de Firmin Baconier. Et donc, la monarchie sera-t-elle populaire, nous demande Baconier? Évidemment, elle ne peut pas ne pas l'être. Faut-il donc que le peuple s'en rapporte tout simplement aux affirmations des royalistes? Non. Nous ne sommes pas des sortes de prêcheurs du désert
qui avons la science infuse, il est évident que tous les partis déclareront toujours que le régime de leur choix n'aura pas d'autre souci que la poursuite des intérêts populaires. Mais qu'est-ce qui garantit alors au peuple que la monarchie sera populaire? La constitution même de la monarchie, nous répond Bacconnier, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui sont inséparables et sans lesquelles ne serait pas la monarchie. Ces institutions, qui s'appellent les communes libres, les pays et les régions autonomes, les magistratures indépendantes, les sociétés corporatives, etc., sont les gardiennes de l'indépendance des citoyens. La royauté se suiciderait en les détruisant. Son intérêt le plus pressant l'incite à les maintenir et à les protéger. Les intérêts populaires ont ainsi toujours chance d'être sauvegardés. D'ailleurs, Bacconnier nous cite l'exemple de ce qu'est un mauvais roi. Il n'est sans doute pas douteux que les intérêts populaires soient protégés sous un bon roi, mais le hasard de l'hérédité peut amener au pouvoir un mauvais roi, et en ce cas, les intérêts dont il a la charge ne sont-ils pas en péril? Eh bien, encore une fois, nous répond Bacconnier, non. Que faire si un roi est mauvais? C'est-à-dire, il y a la volonté vraiment de servir ses intérêts et pas ceux du peuple. Dans une monarchie constituée normalement, un roi personnellement mauvais ne rend pas pour cela la monarchie malfaisante. En clair, pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans l'organisation monarchique des contre-pouvoirs, ce qu'il n'y a pas en République. À partir du moment où un même parti peut à la fois dominer le président de la République, une assemblée, les collectivités territoriales, ou s'il ne les domine pas, il y a tellement de partis différents qui ne peuvent dominer, si le pouvoir est à tout le monde, le pouvoir est à personne, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir suffisamment fort. Il suffit de voir l'opposition à Emmanuel Macron qui est tellement divisée en partis successifs qui se rallient, qui se trahissent, qu'au final, il n'y a pas d'opposition claire et précise. C'est exactement d'ailleurs ce qui a perdu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, dans le principe d'une monarchie héréditaire et décentralisée, se pose la question de ces contre-pouvoirs. C'est pour ça que Bacconnier explique que la monarchie a intérêt à organiser quand la République, elle, a intérêt à désorganiser la société française. Quels sont ces types de contre-pouvoirs? J'ai parlé évidemment des collectivités territoriales ou des communes, ce qu'il appelle les communes, d'où l'intérêt de ma conférence la dernière fois pour bien repenser une commune contre-révolutionnaire. Également, les corporations. Et je terminerai ma conférence là-dessus, sur cette espèce de petite sous-partie sur le corporatisme, le national corporatisme entre guillemets de Bacconnier, qui va, notamment avec celui de Valois, beaucoup influencer celui de Primo de Rivera, qui va être lui-même l'un des fondateurs du régime qu'on appelle franquiste, qu'on devrait plutôt appeler phalangiste, en fait, dans les faits. Qu'est-ce que la corporation? La corporation, c'est ce que Firmin Bacconnier décrivait d'ailleurs comme étant le traité de paix entre la monarchie et la commune, entre les communes régionales. C'est une entente qui va permettre aux gens d'organiser leur vie à l'échelle locale, non pas sur une base électorale ou une base démocratique, mais sur une base, qu'on appellerait aujourd'hui méritocratique, mais qui est tout simplement aristocratique. Je déteste le mot méritocratie, c'est juste le fait de dire aristocratie sans vouloir dire le mot aristo. La corporation, donc, sur laquelle Bacconnier a beaucoup écrit, notamment un livre que je vous conseille qui s'appelle L'avenir de la corporation, le salut de la corporation. Et cette corporation est essentielle parce que dans le milieu, notamment dans le milieu économique, elle va permettre non pas de régir les relations entre les individus sur le simple fait d'une lutte pour le salaire, mais que cela va bien être une lutte, en tout cas un accord social entre les producteurs, les ouvriers et les consommateurs sur le juste prix qui va permettre de rémunérer correctement les employeurs, les travailleurs et qui va permettre aux consommateurs de consommer dans leur juste propension. Et pourquoi ce régime corporatiste est compatible, et je dirais même plus qu'il est pas compatible, il est essentiel à faire coïncider avec la monarchie, tout simplement parce que, comme l'expliquait Firmin Bacconnier, d'ailleurs, dans une tribune libre en 1910 dans un journal breton qui s'appelle L'Écho du Finistère, il expliquait qu'en fait, par le système corporatiste, c'est là qu'on fait en sorte que le syndicalisme devienne, la lutte sociale devienne réellement royaliste. Demandez à un syndicaliste rouge, nous dit-il, les raisons de son collectivisme et de son antipatriotisme. Il vous fera de cette réponse péremptoire: je nie la propriété parce que je suis exproprié, je nie la patrie parce que je suis expatrié.
Pour le travailleur, l'idée de patrie est formellement attachée à la notion de propriété. C'est le grand crime de la Révolution d'avoir méconnu cette vérité élémentaire. En gros, pourquoi aujourd'hui le monde du travail notamment est dans l'impasse? Parce que on avait estimé que la patrie était la propriété, notamment la propriété de ceux qui étaient patriotes. Donc, de fait, l'État est une propriété, et comme disait Proudhon, la propriété c'est le vol, donc l'État, et de fait la patrie est un vol, est une expropriation d'une partie des travailleurs par une classe de privilégiés. C'est le principe marxiste, ou le principe également blanquiste. Et de l'autre côté, la patrie est également une expatriation. Entre guillemets, il n'y a de patrie que pour les riches, et c'est justement ça que nous combattons à l'Action française, parce que pour nous, la patrie est bien la patrie de tout le monde, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la gueuse, on nous finit bien la chanson avec « Le roi sera le roi des prolétaires », des vrais Français, et pas de tous les Français, même ils disent dans une version, donc c'est pas simplement le roi d'une minorité. Et c'est justement ce sur quoi je conclurai. Sous l'Ancien Régime et au Moyen-Âge, les institutions corporatives assuraient à l'artisan le privilège du travail. C'était bien un privilège. Il était propriétaire de son état, comme l'officier l'est de son grade ou l'avocat de sa fonction. Cette forme de propriété l'attachait à son métier et lui faisait chérir la patrie. Mais la Révolution est venue. Elle a aboli, le 14 juin 1791, les corporations, confisqué leurs biens, qui étaient le patrimoine des ouvriers, désormais sans métier, sans abri. Le travailleur erre comme un proscrit, sans pouvoir se fixer nulle part. C'est la fameuse phrase de la Royale, abandonner l'ouvrier peine. Il a cessé d'être conservateur parce qu'il n'a plus de patrimoine à conserver. Il a cessé d'être patriote parce que cela ne présente à ses yeux que sous la forme de charges à subir. Voulons-nous frapper à mort le collectivisme et l'antipatriotisme en France? Réglons la question ouvrière. Et c'est exactement aujourd'hui, je pense, le désarroi dans lequel il y a un grand nombre de travailleurs, notamment des gilets jaunes. On a voulu penser que la patrie et le principe du travail n'étaient que, entre guillemets, un principe de propriété, c'est-à-dire qu'on ne peut que obtenir cette propriété ou la subir, en être exproprié, ce qui est faux. Au contraire, c'est bien un privilège. On doit considérer la patrie non pas comme étant une propriété pure dont on peut jouir, mais comme un privilège qui nous oblige. Et on doit penser l'organisation du travail, non pas comme une propriété dont on jouit, mais bien comme c'était le cas avant dans les corps de métier d'Ancien Régime, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui dans un certain nombre de compagnonnages et de syndicats, comme un fait qui nous oblige, plus qu'il nous profite. Donc, pour conclure, pourquoi lire ce petit manuel du royaliste? D'une part parce qu'il est court, vous n'y passerez pas beaucoup de temps. D'autre part parce qu'il est c'est quand même l'un des ouvrages les plus anciens à ce jour de doctrine synthétique du royalisme. 1903, il a réussi à nous écrire une quarantaine de pages au format A6, donc ça veut dire qu'au format A4, ça doit faire à peu près entre 15 et 20 pages. Donc ça se lit très rapidement. C'est un système de questions-réponses, donc c'est encore plus facile d'accès. Et pourquoi lire le manuel du royaliste? Parce que si vous ne savez pas déjà définir clairement ce que c'est qu'être royaliste, vous ne pourrez jamais l'être concrètement. Donc, lisez Baconnier, rendez hommage à cet homme qui a incarné toute sa vie durant, et Dieu sait si elle a été longue, notre idéal maurassien, je dirais même notre idéal positiviste maurassien, et pour toutes ces questions qu'on va vous poser, ou toutes ces questions dont vous n'avez pas la réponse, ayez toujours le petit manuel du royaliste en poche, tel un maoïste, et sortez, lorsqu'il le faut, ce petit manuel pour consulter les questions qu'on vous aura posées. Je vous assure, pour l'avoir déjà essayé, que en face, le pragmatisme de nos réponses fera que ces gens, bien que complètement englués dans leur gang idéologique et intellectualiste, vous regarderont d'un autre œil et ne verront plus en vous un lecteur assidu de Mein Kampf, mais bien un défenseur du bien commun. J'en ai terminé, merci à tous.